10-11 de Lise Gutmann vous est proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. La revue des revues. Lise Gutmann. David Reinhardt, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, vous souhaitez, David, nous parler de la revue Commentaire. Ce n'est pas la première fois que vous évoquez cette revue. Qu'est-ce qui vous fait l'aimer particulièrement ? Oui, en effet, outre la qualité des textes, j'aime que cette revue favorise toujours le débat sur le combat, l'analyse sur la synthèse, l'intelligence sur l'affectivité. Commentaire conserve depuis sa fondation une ligne éditoriale proche de la pensée de Raymond Aron, et on peut dire de ses rédacteurs qu'ils ont le courage de privilégier la modération sur la radicalité et la nuance sur le péremptoire. Je dis courage car aujourd'hui c'est la bêtise de la radicalisation qui donne le ton aux élites. Et puis il s'agit de l'une des rares revues qui garde la tête froide dans ses analyses sur le conflit israélo-arabe. Alors, vous évoquez aujourd'hui pour nous le numéro 183 d'automne 2023 et plus particulièrement un texte intitulé « Le rêve sioniste américain ». Oui, en réalité, c'est de la publication dans la revue de la publication du chapitre du dernier livre de Walter Mead dans la revue, donc, dont il s'agit. Dans ce livre qui est paru en 2022, l'auteur montre sur plus d'un siècle quelles sont les raisons qui expliquent la politique américaine à l'égard de l'État d'Israël. Et dans le chapitre de ce livre publié dans la revue, il raconte comment William Blackstone, Henry Cabot Lodge et leurs camarades chrétiens en sont venus, entre 1891 et 1922, à considérer un État juif comme profondément américain, et ce qui est résulté de leur initiative. Alors, tout commence le jour où, en 1891, le secrétaire d'État James Blaine présenta Monsieur William Blackstone au président Harrison. Exactement. Ce jour, l'objet de la rencontre de Blackstone avec le président Harrison était de présenter à ce dernier un document que l'histoire a retenu sous le nom de Blackstone Memorial. Cette pétition exhortait Harrison à user de son influence pour convaincre les dirigeants européens de faire pression sur le sultan ottoman afin qu'il ouvre la province de Palestine aux colons juifs et qu'il leur permette d'y créer un État-nation. Et le Blackstone Memorial, sur le moment, si vous voulez, n'eut aucun impact. Le président Harrison salua le travail de son auteur et il ne se passa rien. Mais alors, quelle était la motivation de Blackstone, David ? William Blackstone s'était lui-même ordonné pasteur évangélique. Il était convaincu que la Bible était la parole littérale de Dieu et qu'elle constituait un guide infaillible pour comprendre les événements passés, présents et à venir. Il était persuadé que le retour des Juifs en Palestine, en tant que réalisation moderne d'une prophétie, démontrerait l'inspiration divine des Écritures. Après que le président Harrison n'eut donné aucune suite au Blackstone Memorial, qu'en advint-il ? Alors, son auteur, Blackstone, le présentera aussi au président Wilson en 1916. Il eut le temps de voir avant sa mort l'inscription de ces principes dans la loi américaine en 1922 grâce à la résolution Lodge-Fish, en accord avec les clauses de la déclaration Balfour. Alors, dans l'ensemble, les Juifs américains devaient être très satisfaits de l'entrée des principes Blackstone dans la loi américaine. Eh bien, pas du tout en fait. Ah bon ? Dans leur ensemble, oui, ils étaient opposés à la déclaration Balfour Oui. et ils allaient rester frileux vis-à-vis de l'agenda politique du mouvement sioniste jusqu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Mais la loi qu'ils exécraient le plus, c'était la loi Johnson-Weed de 1924. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, elle renforçait le système des quotas initié en 1920 en limitant le nombre d'immigrants à 2% par rapport aux nationalités présentées aux États-Unis au recensement de 1890. Alors, est-ce que ça a eu un impact sur la population juive de Palestine ? Bien sûr, on pourra jamais savoir, bien sûr, non plus, Bien sûr. si le petit groupe de sionistes idéalistes et isolés aurait réussi à fonder son État si l'on avait laissé les masses juives choisir librement entre la Palestine et l'Amérique. Oui. Mais le sionisme l'a emporté qu'au moment où il est devenu clair
que la solution que la plupart préféraient, c'est-à-dire s'intégrer dans un des pays où ils vivaient ou, à défaut, immigrer librement vers des terres plus hospitalières, eh bien, si ce projet avait échoué. Alors, à part la revue papier numéro 183 automne 2023, la revue Commentaire vient de consacrer sur son site un dossier thématique à Israël. Un dossier thématique, en effet, sur le site, hein, donc cette fois-ci plus dans la revue papier. Oui, et sur le site qu'on peut consulter. Voilà, intitulé « Israël, l'impossible indifférence », dans lequel on peut notamment lire une recension signée par Yana Grinchpoon, qui est linguiste, analyste du discours et maître de conférence à l'université Sorbonne. Elle est l'auteur d'ailleurs d'un livre formidable, La fabrique des discours propagandistes contemporains. On connaît le principe de substitution par lequel la nouvelle loi abolit l'ancienne, l'Église abolit la synagogue, le Coran abolit les deux, la Nakba abolit la Shoah, le peuple palestinien abolit le peuple juif, car c'est lui qui fonctionnerait comme Vérus Israël, le nouvel Israël. Dans cette recension, elle analyse notamment le procédé discursif et rhétorique qui découle de ce principe de substitution. Alors, ce principe de substitution, c'est-à-dire, David ? En fait, l'inversion consiste à accuser le sionisme au nom de la Shoah, à inverser le rôle, comme on le voit aujourd'hui, des persécutés et des persécuteurs, des meurtriers et de leurs victimes. D'accord. Les Juifs ont progressivement pris la place des nazis en ce qu'ils traiteraient les Palestiniens comme ils ont été eux-mêmes traités pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et tout ça entre guillemets, bien sûr. Bien évidemment. La substitution et l'inversion vont de pair dans la construction du narratif où Israël devient, si vous voulez, l'obstacle à l'établissement d'un nouvel ordre international. Et Yana Grinchpoon montre aussi comment le principe de désinformation trouve un terrain fertile tant dans le discours médiatique que dans le discours politique européen. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ? Prenez par exemple l'assertion selon laquelle Israël ne serait que la conséquence de la Shoah. Même Emmanuel Macron est allé jusqu'à colporter cette aberration historique à Jérusalem. Or, Israël n'est pas né à cause de la Shoah. Israël est né en dépit de la Shoah. Cette dernière a menacé la formation d'État d'Israël, comme le montrent tous les historiens. Dans ce dossier thématique, on trouve aussi un texte de Gérard Marek, « La persécution des Juifs hier et aujourd'hui ». Ce texte a été publié en 2018 dans la revue Commentaire, mais il est toujours d'actualité. Il s'agit d'un témoignage d'un intellectuel parti vivre en Israël, que ceux qui oublient la dette profonde de l'Europe à l'égard d'Israël et du peuple juif devraient méditer. Il rappelle, si vous voulez, dans ce texte, des évidences oubliées. Alors, des évidences, telles que quoi ? Alors, les apparences sont trompeuses, par exemple. La puissance militaire, la supériorité technologique d'Israël sont des acquis fragiles. Bah oui, on l'a vérifié. On l'a vérifié, le nombre joue contre lui, la démographie joue contre lui. Vivre l'épée à la main n'est pas chose facile. Et c'est cette nécessité vitale imposée par ses ennemis de ne jamais baisser la garde qui est sans doute la forme la plus perverse d'oppression. Seul Israël, parmi les quelques 200 États siégeant aux Nations Unies, connaît une existence aussi précaire. Que les Juifs soient prospères et les musulmans souvent démunis ne change rien à la réalité de l'emprise des seconds sur les premiers. Ne faisons pas abstraction non plus, parce que c'est important, de la guerre psychologique. Les pratiques sont vraiment identiques à celles des antisémites de la première heure. Alors il y a aussi ce texte sur l'Ukraine, l'Europe et la mémoire de la Shoah. En effet, tous les discours pro-russes hostiles à l'Ukraine, c'est-à-dire qui soutiennent les prétentions géopolitiques, entre guillemets, de la Russie sur l'Ukraine, que ce soit de Poutine jusque Mélenchon, usent et abusent de l'identification du nationalisme ukrainien au fascisme et au nazisme. En Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, dans les pays baltes, en Roumanie, en Croatie, le débat reste difficile, mais ne fait pas obstacle à l'intégration de ces pays dans l'Union européenne. Et seul, nous disent les auteurs de ce texte, l'Ukraine reste assignée à son passé. Les auteurs étant Galia Kerman et Philippe de Lara. Alors certes, mais ce qu'on a appelé la Shoah par balle, c'est quand même pour l'essentiel déroulé en Ukraine. 1,55 million Juifs ukrainiens furent exterminés
entre 1941 et 1944. Seulement 100 000 Juifs, Lise, survécurent sur le territoire et l'Ukraine occupée. Les Allemands avaient une politique aussi de recrutement de collaborateurs locaux dans la police et l'administration civile, employés au maintien de l'ordre, y compris la participation aux bases œuvres de l'arrestation et de l'exécution des Juifs. Il est encore difficile d'établir avec précision le nombre et la qualité de ceux qui trempèrent et à quel degré dans la collaboration et l'extermination des Juifs. En même temps, il convient de rappeler que l'Ukraine est le 4e pays pour le nombre de Juifs parmi les nations. En somme, les Ukrainiens furent exposés plus que d'autres, nous disent les auteurs du texte, à la violence de l'extermination et manifestèrent avec une intensité particulière tout l'arc des réactions humaines à cette violence, des plus abjectes aux plus nobles. Alors, il y a besoin urgent d'une clarification de l'attitude des Ukrainiens dans la Shoah. Oui, la politique ukrainienne de l'Union européenne et la conscience historique de l'Europe ont autant besoin de cette clarification sur la Shoah en Ukraine que les Ukrainiens eux-mêmes. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain, car on peut pas demander, dans un contexte de sortie difficile de l'oppression communiste, de faire ce que les pays d'Europe ont mis des décennies à accomplir. Faire ce pas n'est pas évident, car il ne consiste pas seulement à dissiper les légendes, que ce soit la légende noire qui assimile les crimes commis par des Ukrainiens à une fureur criminelle de toute la nation ukrainienne, ou bien la légende blanche de l'innocence par définition des peuples victimes. Il y a là vraiment un défi civique et moral. Alors terminons sur un texte qui faisait partie de la newsletter de la revue Commentaire, la lettre de vendredi, David. Oui, un texte de Armand Laferrère, intitulé Israël, paru dans la revue Commentaire en 2008 et qui faisait partie effectivement de la newsletter. On a beaucoup parlé du principe de la paix contre les territoires. Mais à ce jour, les concessions territoriales d'Israël ont donné lieu à un échange original, la terre contre la guerre. L'auteur nous rappelle qu'Israël a abandonné le sud Liban en 2000 et qu'aussitôt, le Hezbollah l'a transformé en zone de lancement de roquettes. Le retrait de Gaza, perçu par les Israéliens comme un signe de bonne volonté, fut perçu par leurs ennemis comme le don d'une vaste lampe de lancement, le don d'une vaste rampe de lancement. Ouais, c'est vrai. Vous souhaitiez terminer, David Reinhardt, sur une citation de Raymond Aron. Oui, en 1967, à la veille de la guerre des 6 jours, Raymond Aron, voyant la concentration des troupes arabes contre Israël et le refus d'assistance des puissances démocratiques, il abandonna un moment son ton de froide analyse et il laissa trembler sa plume. Si les grandes puissances, selon le calcul froid de leurs intérêts, laissent détruire le petit État qui n'est pas le mien, ce crime modeste à l'échelle du nombre m'enlèverait la force de vivre. L'auteur de ce dernier texte dans la revue Commentaire termine, lui, en écrivant que le soupçon maladif à l'égard d'Israël, les accusations sans fondement, le refus des faits les plus visibles provoquent parfois, chez ceux d'entre nous qui aiment la vérité et croient à la justice, une passagère fatigue de vivre. C'est beau. C'était donc la revue Commentaire. David Reinhardt, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous l'avoir présenté. Et à très vite sur Radio J. Merci. Radio J. Votre programme